La vie en société, la gestion de la cité est un long fleuve, mais un fleuve pas toujours calme. Les différents acteurs de la société et mieux les politiques sont de tout temps en compétition perpétuelle, pour ne pas dire en adversité. Et pourtant, les règles du jeu politique sont plus ou moins définies dans chaque cité. Chaque nation a son système politique. Ce peut être la monarchie, l'oligarchie ou même la démocratie. Les moyens classiques de règlement des conflits, qu'ils soient politiques ou autres, lorsqu'ils naissent, sont la conciliation, l'arbitrage et la médiation. Mais pour en arriver au résultat de l'une quelconque de ces méthodes, il faut dialoguer. Démocratie et dialogue politique, voilà deux thèmes, deux vocables qui nous intéressent à plus d'un titre. Deux mots qui sont régulièrement utilisés par bon nombre de nos compatriotes, mais qui n'en connaissent pas forcément les contenus exacts. C'est à cet exercice de clarification conceptuelle et d'imbrication des deux notions que nous nous attellerons ce soir dans votre émission Mercredi politique à travers le thème Dialogue politique, quelle importance dans un système démocratique. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Mercredi politique. Nous essaierons, loin de toute considération politique et politicienne, de faire un débat purement technique pour édifier nos téléspectateurs. Avec moi sur ce plateau, trois invités. En premier, j'ai monsieur, un invité et pas des moindres, c'est simplement le docteur Laurent Delors Faton, expert en communication. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. À côté de moi et à ma droite, j'ai monsieur Augustin Sodinou, juriste de formation et acteur politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, les téléspectateurs de E-Télé. C'est un plaisir de toujours être présent sur vos plateaux. Le plaisir est partagé. Merci. Pour faire le tour de ce plateau, on a un troisième invité. Il s'agit de monsieur Joël Ataï Kedegbe, acteur de la société civile, expert en gouvernance locale. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir chers amis Fatan. Eh bien, voilà. Ainsi planté le décor de cette émission, nous avons parlé de démocratie et de dialogue politique. C'est vrai que peut-être l'actualité ces temps-ci, on parle d'un dialogue qui devrait avoir lieu ou qui aura lieu demain, mais ce n'est pas là le but de notre émission. Ce n'est pas de pouvoir faire un débat purement politique, mais plutôt un débat purement technique, vu que sur ce plateau, je n'ai que des sachants, un juriste, un expert en communication, un autre en gouvernance locale, pour édifier nos populations à comprendre un peu ce que c'est que ces deux mots. Et juste pour aller avec vous, monsieur Faton, pour parler de démocratie, c'est déjà quoi? La démocratie, ce n'est plus un concept mal connu. C'est un concept assez bien connu au Bénin, parce que nous la vivons depuis au moins 29 ans. Et même si la population ne peut pas aller dans des clarifications conceptuelles comme nous, qui nous disons intellectuelles, elle comprend à leur manière la démocratie. C'est cet espace politique dans lequel les populations ont la possibilité de faire entendre leur voix à travers les unes et de jouir de leur liberté individuelle et collective. Parce qu'en opposition à ce que le Bénin avait connu, qui était le système de dictature, où le pouvoir était concentré dans les mains d'un individu, où la liberté collective et individuelle était contrôlée, où il y avait un monolithisme au niveau du système partisan. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où il y a un pluralisme au niveau du système partisan, où les acteurs politiques peuvent émettre leurs idées librement. La population peut faire entendre sa voix et peut poser ses problèmes à ses dirigeants, et s'ils ne répondent pas à ces problèmes, ils ont la possibilité de les remettre en cause. Pour ne pas rentrer dans les considérations intellectuelles, je peux dire que la démocratie, c'est ce que nous vivons au Bénin depuis 1990. Ok, la démocratie, c'est ce que nous vivons au Bénin depuis 1990. Et vous le dites si bien, les populations ont peut-être la manière de comprendre la démocratie. Avec vous, monsieur Sodino, on va essayer de définir ou de clarifier le concept de dialogue, qu'il soit politique ou social. Le dialogue est un processus qui permet à un État de faire asseoir d'une façon inclusive les acteurs concernés par rapport à la résolution d'un problème qui ne peut pas être résolu seulement par les institutions gouvernementales. C'est un processus qui contribue énormément et de façon efficiente à la paix, la consolidation de la paix, à résoudre de façon pacifique les problèmes qui se posent à la nation. Et bien entendu, j'abonde dans le même sens que le docteur
en disant simplement que la démocratie étant une composition du mot démos et cratie qui fait peuple et pouvoir, le Bénin, fort heureusement, depuis 1990, est dans ce système de gouvernance où on garantit quand même l'égalité, la liberté, hein, et tout ce système qui fonctionne sur des bases de principes très clairs, et ce qui nous permet aujourd'hui de voir de façon beaucoup plus responsable hein, l'utilisation par exemple d'un processus comme le dialogue pour résoudre des problèmes qui se posent à la nation. Monsieur Ataï Grégbé, vous qui êtes expert en gouvernance locale, parlant en gouvernance tout court. en gouvernance, pardon. Parlant de démocratie et de dialogue, quel lien peut-il avoir entre ces deux mots? Fondamentalement, la liberté d'expression. Mais si vous permettez, on pourrait revenir un peu sur la démocratie sans aller dans des définitions plus savantes, mais essayer de compléter en disant que si on l'entend généralement comme le gouvernement du peuple par le peuple, cela passe par les élections dont les amis ont parlé, des élections à échéance régulière, avec la possibilité donc de candidatures multiples et la pluralité donc des candidatures, la pluralité des positions, voilà. Il faut au moins 2 partis pour qu'on parle de démocratie. Il faut donc au moins 2 offres pour les électeurs. Il faut des échéances régulières auxquelles on remette en cause les mandats reçus du peuple qui sanctionne ou bien qui reconduit éventuellement ceux qui ont la gestion de la cité, tant au niveau national que local ou à tout autre niveau de toute façon. Donc c'est cette dévolution et par les urnes, par le choix d'un corps électoral défini selon tout un tas de règles. Nous le pratiquons depuis, ou nous le repratiquons depuis 1990-91 à la suite de la conférence nationale. Mais il faut qu'on ou révolutionnaire, où c'était un parti unique qui dirigeait, et ça n'empêchait pas qu'il y ait des élections, qu'il y ait même parfois des candidatures multiples, mais dans le cadre du parti unique et de la constitution de l'époque, on appelait la loi fondamentale. Vous voyez bien qu'il y avait une constitution, qu'il y avait des élections, qu'il y avait une forme de pluralisme parfois à la base, mais que tout reposait sur ce qu'on appelait le centralisme démocratique. C'était bien verrouillé, pour tout dire. C'est un peu ce que j'ai voulu me permettre de compléter à titre historique, même pour dire qu'avant notre indépendance en 1960, nous avions déjà commencé à voter au Bénin, au moins en 1959, en installant un gouvernement, un premier ministre qui a préparé les élections. Voilà. Monsieur Sodino, vous qui êtes juriste, pour certains, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Que dites-vous de cela? Ah oui, je leur donne raison, en ce sens que les principes fondamentaux, les caractéristiques de la démocratie, nous avons l'égalité, nous avons le multipartisme, nous avons la participation citoyenne qui se matérialise par la domination de la majorité. Lorsque, dans un système démocratique, je prends par exemple l'exemple d'une élection, lorsque une grande majorité de la population vote pour un candidat, ce candidat remporte la victoire. Hein, alors qu'il y a quand même d'autres citoyens qui ont voté pour un autre candidat. Donc, lorsque le nombre d'électeurs d'un candidat X est supérieur au nombre d'électeurs d'un candidat Y, c'est le candidat X en démocratie, dans le système démocratique, qui remporte la victoire. Et à partir de ce moment, ce candidat X qui a remporté la victoire a le statut juridique que lui confère cette élection, non seulement sur ceux qui l'ont élu, mais aussi sur ceux qui n'avaient pas porté leur choix sur lui. Donc, ceux qui pensent que c'est la loi de la majorité n'ont pas tort. Mais, ce n'est pas parce que la majorité a opté et que la majorité l'emporte que la minorité est complètement oubliée. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que lorsque parfois la minorité arrive
à organiser un blocage, lorsque la minorité arrive à mettre en difficulté la bonne conduite des affaires, on a plusieurs méthodes, on a plusieurs processus pour chercher à rétablir, pour chercher la paix. Et dans ces mécanismes, dans ces processus, nous avons naturellement le mot dialogue qui fait aussi l'objet de notre table ronde, de notre débat de ce jour. Et docteur Faton, tout à l'heure, on a entendu M. Sodinou parler de dialogue lorsque ça semble se bloquer. On a entendu M. Ataï Guédégbé parler d'élection. On dit démocratie, on dit élection, on dit dialogue. Lorsqu'on regarde un peu les fondements de la démocratie, ou pour le dire au plus simple, c'est la loi de la majorité, est-ce que le dialogue n'apparaît pas comme un contrepoids à la démocratie? Dit que la démocratie, la loi de la majorité, c'est construire la démocratie dans sa conception première. Elle a évolué et elle évolue chaque jour davantage. Par le passé, c'était mécanique. La majorité, elle est écrasante, elle dicte sa loi. Mais depuis, même au niveau théorique, les gens commençaient déjà par faire des flexions, où on considère la démocratie non plus comme la loi de la majorité, mais la prise en compte des préoccupations de la majorité et des aspirations de la minorité. Parce que concevoir la démocratie comme la loi de la majorité, c'est comme si, ce que disait M. Sodinou en filigrane, c'est comme si vous avez un droit de veto pour écraser les autres. Alors que les autres, le plus souvent, ils ont des propositions les plus justes. Ils ont des aspirations dont il faut tenir compte pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'il y ait la paix. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une certaine légitimité au niveau des unes pour gérer tout un mandat. Pour gérer un mandat, on le gère au profit de toute la population. Mais ce n'est que quelque chose de mécanique qu'on vous donne. Et dans la gouvernance même, dans la gestion même d'un mandat, il y a obligation désormais aux acteurs de tenir compte de ce qui se passe dans la minorité. Et ce qui se passe dans certaines démocraties, quand on prend par exemple en Allemagne et qu'on sort, où on fait appel au chef de l'opposition pour l'écouter par rapport à toutes les actions que mène le pouvoir en place. Dans ce concept, on comprend bien qu'il y a une certaine imperméabilité, certaine convergence d'idées entre les acteurs, et ils sont obligés, au-delà du mécanisme légal ou bien législatif, ils sont obligés de s'entendre de temps en temps pour garantir la stabilité, pour garantir le progrès de leur pays, parce que le progrès ne peut pas se concevoir par un seul camp. Ce n'est qu'un système qui est appelé chaque jour à se perfectionner. Aujourd'hui, on parle déjà de la prise en compte des aspirations des minorités. On ne sait pas demain ce que la démocratie sera. Et malheureusement pour nos pays encore en phase d'expérimentation de la démocratie, cette première conception de démocratie, elle reste et à la peau dure, où la majorité croit qu'elle a toutes elle a tous les pouvoirs, sur la majorité, sur la minorité peut l'écraser. Ce qui n'est plus du le concept, même pas ce qui invente la démocratie, et pas le monde entier. Avec vous, M. Ataï Guédégbé, est-ce que vous voyez dans ce même sens l'explication ou la session du Dr Faton? Oui, on saurait contredire cela. C'est ce que, disons que les mots n'ont que des usages. Et c'est ce que nous en faisons finalement, et qu'il faut évaluer à l'aune des définitions, des concepts. Et on a trop tôt fait de parler de démocratie africaine. Bon, je ne saurais trop ce que c'est. Il y a ceux qui ont même été jusqu'à dire que nous avions la démocratie par le passé. Oui, nous avions peut-être des valeurs, des comportements, des modalités de gestion du pouvoir qui rappellent ou qui se rapprochent de la démocratie héritée de la Grèce antique, codifiée ensuite après la révolution de 1789, ce que les Américains ont fait. Vous voyez, donc les choses ont évolué et dans le temps également, la notion n'a jamais été complètement figée. La démocratie à la grecque, c'était l'Assemblée, c'était l'agora des sachants qui devisaient, en tout cas, c'était la circulation de la parole, c'était la tolérance, donc fondamentalement la reconnaissance de la différence des opinions, des positions. Et quand on en vient à un État, au lieu d'un cercle d'amis ou bien de deviseurs,
il faut bien aussi mettre en place des institutions. M. Faton parlait du pouvoir. C'est là que la démocratie se rend compte que tout le pouvoir, qu'il n'est pas bon que tout le pouvoir soit concentré dans les mains même de ceux qui ont gagné l'élection, et qu'il faut quelque peu le fragmenter. On parle de séparation, de nécessité, donc d'adjoindre à la démocratie ou bien de compléter la notion de démocratie par la référence à l'état de droit, donc tout un système de règles, et la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire la séparation des institutions fondamentales d'un État, le gouvernement, et le gouvernement qui est le pouvoir exécutif. L'Assemblée qui élit, qui délibère, qui vote les lois, qui contrôle l'action du gouvernement. Donc vous voyez déjà l'interaction et donc la limitation ou les pouvoirs relatifs des uns et des autres, et le judiciaire qui peut juger et qui est censé être indépendant. Donc c'est un peu toute cette articulation, c'est cette mise en relation qui fait, et donc qu'on est obligé de dialoguer. À un moment donné, personne ne peut s'enfermer dans sa tour d'ivoire pour mener à bien le système. Et donc c'est une vertu fondamentale des sociétés humaines que de faire place à la discussion, à l'argumentation et au vote à un moment donné pour trancher. Mais chaque fois qu'il faut réexaminer une question, chaque fois qu'il faut évaluer des solutions, la discussion, le dialogue reprennent leur droit de citer et à travers la tolérance, donc à travers la culture de la tolérance qui permet quand même de laisser venir ce que dit l'autre. À telle enseigne qu'on dit ce que tu dis, enfin, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses au moins le dire et qu'on l'entende. Sait-on jamais, ça peut m'enrichir. Et moi qui suis même au pouvoir, qui est une majorité écrasante, sait-on jamais, on ne peut pas avoir raison, qu'on devrait se taire absolument. Donc c'est finalement la question de la culture démocratique qui se pose à nous et qui met en relation toutes ces modalités et ces concepts. Dr Faton, en admettant qu'il puisse avoir un dialogue, comme M. Atai Gadagwe l'a dit, un dialogue pour pouvoir s'écouter, il a dit tout à l'heure, il faut avoir la culture de la tolérance, il faut accepter les opinions divergentes pour pouvoir s'enrichir de cela, en admettant que le dialogue puisse être accepté. Est-ce que ce dialogue peut-il être neutre? Vous savez, je dirais que le dialogue est d'abord inhérent à la démocratie. Quand il y a démocratie, c'est qu'il y a dialogue. Parce qu'il y a deux offres. Et chaque composante de la société propose un dialogue avec le peuple et les autres dialoguent avec eux. Le dialogue entre les différentes parties se fait au Parlement. Au Parlement, les uns apportent leurs propositions, ceux qui sont en contradiction viennent et ils dialoguent toujours entre eux. C'est-à-dire que le dialogue est d'office une valeur démocratique. Monsieur Akagadebwe l'a aussi dit. Mais quand on en vient à évoquer la notion de dialogue, ça veut dire qu'on n'est plus dans un système normal. On rentre dans un système qui est anormal et on parle de crise. Parce que s'il n'y a pas de crise, on n'allait pas revenir sur la notion de dialogue pour y insister. Parce que la démocratie, normalement, il y a dialogue. Alors quand il y a dialogue maintenant, il faut vous demander pourquoi doit-on parler de dialogue? C'est toute la question. En fait, pas pour vous couper, vous dites que le dialogue est inhérent à la démocratie. À la démocratie. Mais lorsqu'on en vient à parler de dialogue au-delà de ce qui devrait être dans la démocratie, c'est comme s'il y a une situation. Oui, pourquoi est-ce que vous le dites? Si tant est que le dialogue est déjà inhérent à la démocratie. C'est parce que quand tout le monde sait que dans tout système démocratique, il doit y avoir dialogue normalement. Si en 90... Oui, le mettre en pratique... On n'a pas besoin même de le mettre en pratique. Si vous avez accepté le principe démocratique, c'est que vous avez accepté qu'il y ait dialogue. Et l'espace dans lequel il y a dialogue, c'est que les différentes composantes de la société, que sont le peuple, le dialogue avec le peuple, c'est au cours des élections. Les acteurs politiques vont vers le peuple, discutent avec le peuple de leurs offres, le peuple choisit, les renvoie au Parlement. Et les différentes composantes du Parlement font le dialogue autour des questions au Parlement. Et l'espace est créé normalement. Mais quand il arrive qu'on évoque maintenant la question de dialogue,
d'une manière beaucoup plus insistante et grande, ça veut dire qu'il y a un autre problème ailleurs. C'est à cette question qu'il faut répondre. Pourquoi a-t-il eu dialogue? C'est dans ce contexte qu'il faut maintenant savoir comment le dialogue se fera et quelle sera la forme de dialogue qu'on peut avoir. Mais tant qu'il n'y a pas un problème, le dialogue est toujours de mise et existe. Et si on peut quand même parler de manière beaucoup plus contextuelle, en 90, c'est parce qu'il n'y avait aucun dialogue entre les acteurs politiques. Le peuple se sentait exclu et, comme le disait M. Takarabi, il n'y avait pas plusieurs offres. Les gouvernants étaient en haut et étaient figés dans leur position. Le peuple était de l'autre côté et voulait discuter avec les gouvernants. Ça créait une situation de tension parce qu'il n'y avait pas l'espace d'échange entre le peuple et les dirigeants. Mais quand on a créé l'espace de 90, la conférence du PLM, c'est parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils ont été exclus du Parlement, ils ne peuvent pas discuter. Et ceux qui avaient des partis politiques, les partis étaient exclus, étaient dans la clandestinité. C'est-à-dire que l'espace de dialogue n'existait plus. Et on l'a créé en 90. Et si aujourd'hui on parle de dialogue, il faut se dire qu'il y a aussi un autre problème. Parce que si le système était normal, on ne parlerait pas de dialogue, parce que l'espace de dialogue démocratique, c'est le Parlement. L'espace de dialogue politique, c'est le Parlement. Lorsque ce dialogue se passe au Parlement, quelles peuvent être les limites de ce dialogue au Parlement? Parce qu'on sait tous qu'au-delà du fait que lorsque dans la démocratie, il faut accepter l'autre, il y a forcément une limite au-delà duquel on ne peut pas franchir parce que le peuple qui vous a confié une mission par le truchement de l'élection, le suffrage universel, et ne vous pardonnera pas ou devra vous évaluer à la fin. Bon, je note que, en tout cas, par rapport à l'intervention du docteur et par rapport aussi à la question que vous m'adressez, que vous prenez le mot dialogue juste comme parler, d'accord? Alors que dialogue, démocratie, dialogue, c'est pas seulement le fait de se parler. Il y a beaucoup d'autres déclinaisons et d'exigences dont on donne satisfaction avant de parler de dialogue. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée, c'est pas du dialogue, c'est des discussions, c'est des débats. C'est des débats et finalement on passe au vote et on légifère. Et naturellement, en plus de cela, on fait le contrôle de l'action gouvernementale comme M. Guédégbé l'a dit. Et en parlant de ce qui se passe au Parlement où on discute, on fait des débats, on passe finalement parfois au vote. Oui. Et non, on passe toujours même au vote. Il y a toujours cette loi de la majorité qui au final est prépondérante. Naturellement. Je voudrais retourner un peu en arrière. Je voudrais intervenir sur la position du docteur qui présentait la prise en compte de la position de la minorité comme préjudiciable même à la démocratie, suivant les évolutions que nous constatons. Oui, certes, il y a la notion de la flexibilité démocratique. Mais la notion de la flexibilité démocratique, c'est juste un processus qui obéit à des capacités. Et je peux en citer 4. Oui. La flexibilité démocratique, c'est d'abord la participation citoyenne, ça veut dire on ne peut pas ignorer complètement ce que la minorité dit. Mais c'est dans une complémentarité. Il ne faut pas que la minorité pense que dans un système démocratique, il faut obligatoirement tenir compte de la position de la minorité, même si entre-temps il y avait une position claire et nette de la majorité. Parce qu'on a tendance à penser qu'il fallait appartenir à l'opposition pour être désormais doté d'une intelligence surnaturelle. C'est-à-dire, on pense que dès que vous appartenez à l'opposition, c'est que vous avez la clairvoyance la plus juste. Et que tous ceux qui sont, par exemple, au niveau de la majorité, et tous ceux qui sont au niveau de la mouvance, je m'excuse, parce que la majorité peut aussi être de l'opposition. D'accord? Donc, on pense que tous ceux qui sont de la mouvance, eux, ils sont là que pour leurs propres intérêts et qui ne pensent pas au peuple. Donc, ce n'est que l'opposition, la minorité, qui a la clairvoyance. Parce que dans son speech, il a bien dit que la plupart du temps, c'est la minorité qui a la vérité. Il a dit. Et je remercie M. Guédégbé qui a souligné le mot complémentarité. Il a dit que c'est des compléments. Alors, quand je quitte là et que je viens à la question que je crois avoir entendue,
c'est de demander au docteur, est-ce qu'en ce moment-là, le dialogue ne serait pas un contrepoids pour la démocratie? Et j'allais vous dire que le dialogue est un processus complémentaire à la démocratie. Lorsqu'il y a dialogue, ça ne veut pas dire que la démocratie est en panne. Non. Puisque c'est des moyens pacifiques pour régler les problèmes qui se posent à la nation. Si je prends par exemple l'exemple du Bénin, nous n'avons même pas de problème de loi. Nous avons un problème de l'applicabilité de la loi. Puisque la charte des partis politiques, le code électoral ont été régulièrement votés, ont été régulièrement promulgués. Les lois ont été prises par des députés à l'Assemblée de la 7e législature au Bénin. Ça a été promulgué, c'est des lois qui sont en vigueur. Mais c'est dans l'application maintenant qu'on a rencontré énormément de difficultés. Et au moment où il y a une minorité qui tient une position, il y a une majorité qui a une autre position, le dialogue s'impose maintenant dans ce système démocratique pour permettre à ce que les protagonistes se mettent ensemble autour d'une table pour se parler, pour s'écouter, comme vous avez dit. Là le dialogue dont nous parlons, qui devrait être dans la démocratie et qui se réalise beaucoup plus au Parlement, sort de son cadre au niveau de l'Assemblée nationale. Non, mais à l'entame de ma nouvelle prise de parole, j'ai dit que ce qui se passe au Parlement, je ne le qualifie pas de dialogue et que je suppose que vous êtes en train de prendre le mot dialogue comme si c'était en même temps dialogue égale parler. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y a une différence entre dialogue, médiation, négociation, puisque ce n'est pas d'aujourd'hui que la communauté, que la société rencontre des difficultés. Il y avait, par exemple, lorsque les gens ne s'entendent pas dans un pays, il arrivait que des puissances envoyaient des militaires pour rétablir l'ordre. On a vu que ce n'est pas efficace. Il y a les systèmes où les gens ne se parlent pas du tout. Vraiment, aller faire des négociations, pour aller faire des médiations, pour organiser les dialogues. Mais aujourd'hui, quand je prends le cas du Bénin, c'est heureux que des difficultés qui se posent à la nation béninoise, que ce soit rien que des Béninois, qui prennent la décision sur eux de s'appeler pour qu'ils puissent discuter. Et le cadre étant déjà planté, parce que le cadre est planté sur ce qui constitue l'origine des difficultés que nous avons rencontrées, ce qui, je crois, ça doit être la charte des partis politiques et le code électoral. On va aller un peu plus vite, M. Sodjinou. Voilà. Alors donc, je voulais balayer tout ça d'abord, avant de vous dire, vous pouvez me rappeler encore votre question? Est-ce que le dialogue n'est pas un contrepoids à la démocratie? Pas du tout. Pas du tout un contrepoids, mais ça renforce la démocratie. Arrivé à un moment, lorsque les institutions gouvernementales, à elles seules, le cadre légal, l'arsenal juridique, ne peut plus résoudre les problèmes qui se posent. Lorsque, par exemple, nous n'avons pas de problème au niveau des lois, nous n'avons pas de problème au niveau des institutions gouvernementales, mais que nous rencontrons des difficultés graves, le dialogue vient compléter la démocratie. Le dialogue ne fait que renforcer la démocratie. Et le fait que même on appelle à ce dialogue veut dire clairement que la démocratie est vraiment en avance, puisqu'il y a pluralité d'opinions. Hein? Les gens affichent leur position, il y a un blocage. C'est parce qu'il y a la démocratie qu'il y a un blocage. Donc ce n'est pas un contrepoids, ce n'est pas le dialogue ne freine pas la démocratie, au contraire ça complète la démocratie, ça permet à la démocratie de montrer toute sa vivacité. Voilà ce que Le dialogue permet à la démocratie de montrer toute sa vivacité, d'après les propos de M. Sodjinou. Avec vous, M. Ataï, on parle de gouvernance, démocratie, on parle de la gestion d'un État, on parle de dialogue qui doit apparaître dans cette gestion de l'État. On demandait tout à l'heure à monsieur, au docteur, si la démocratie n'est pas, et si le dialogue plutôt n'est pas un contrepoids à la démocratie. On a entendu ce qu'il a dit, vous l'aviez déjà dit, c'est deux mots complémentaires, mais est-ce qu'on devrait en abuser ou l'utiliser à temps précis?
Oui, beaucoup plus à temps précis. Je rebondis d'abord sur ce que mon prédécesseur vient de dire. Le dialogue vient sublimer la démocratie. Voyons les choses d'abord comme ça. Nous avions parlé de culture démocratique qui passe par la discussion, par la tolérance, par le dialogue, mais également des règles et entre autres règles des élections pour arrêter à certains moments la discussion. On ne peut pas parlementer toute la vie, sinon on n'avance pas non plus. Donc c'est juste des modalités pour faire fonctionner le vivre ensemble. Et il arrive qu'il y ait des difficultés, comme le supputait M. Faton, après les élections, en cas, dans un système démocratique où, a priori, chacun est censé avoir un rôle, les difficultés ne manquent pas. Donc, on a encore besoin de se reparler. Mais c'est là que nous devons revenir à votre introduction. Vous aviez commencé par parler de médiation, de négociation, de conciliation. Et le dialogue aussi devrait s'ajouter à ça comme modalité de règlement des conflits ou des difficultés dans une société. Et le dialogue, bon, nous allons encore le déformer maintenant au Bénin compte tenu de l'actualité. Tel ministre a cru devoir dire qu'il y a dialogue, a cru distinguer en dialogue national, dialogue politique. Et je voudrais peut-être ajouter, au moins au nom des travailleurs, sinon pour les travailleurs, ce qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent, et qui ne fait pas tant que ça grand bruit, le dialogue social. Donc vous voyez que à plusieurs niveaux de la société, pour faire fonctionner les choses, le dialogue vient un peu comme la graisse, l'huile qui permet au rouage de reprendre de la fluidité, de la vigueur. Et donc, le dialogue ne peut pas venir comme un couperet. On parle même d'arbitrage. Et ça, le juriste est là. L'arbitrage a encore d'autres compréhensions dans le monde juridique. C'est encore une autre modalité de règlement des conflits. Oui, de règlement des conflits judiciaires. En ce moment, le juge, parfois, seul ne suffit pas, vous voyez. Donc, pourquoi on a besoin... Donc, c'est des modalités alternatives de fonctionnement du système démocratique. Et à un moment donné, il faut bien qu'on retrouve la possibilité de se parler de manière dépassionnée. Et concrètement, le dialogue vient essayer de mettre à plat les difficultés qui commencent par obstruer le système, qui empêchent même une majorité, aussi écrasante soit-elle, de déployer aisément son pouvoir. Donc, on recourt à la discussion. Et mon frère, mon ami, ou bien cher ennemi, ou cher adversaire, que me reproches-tu? Qu'est-ce que tu suggères? Je suis disposé maintenant à t'entendre, à t'écouter. Avant, j'avais peut-être le vertige du pouvoir, de la majorité, là, un peu à bâton rompu, mais pas dans le désordre. Et donc, ça s'organise avec des facilitateurs. Et ce n'est pas non plus une négociation. C'est l'effort que chacun fait sur lui-même de laisser de côté son ego, ses postures, pour être dans un échange un peu mutualiste, où on dit on va faire l'effort d'aller jusqu'à tel niveau. On va se faire des concessions. On va se faire des concessions, on va mieux définir le problème qui nous divise et on vous laisse gouverner parce que c'est vous qui avez été élus pour gouverner. On connaît la fin de votre mandat, il n'est pas question d'interrompre le mandat. On respecte donc le système démocratique. Mais on reprend date, on s'entend, on fait de nouveaux pactes qui permettent d'avancer dans une famille, dans un ménage. C'est comme ça. On peut arrêter de se parler et puis ce n'est plus très drôle à table, ni dans le lit, dans la chambre conjugale. Et donc, comme on dirait, à Souti, à Siché. Bon, waouh, Milo. Donc, c'est la même chose. Et ça permet de reprendre un nouveau départ en s'engageant à se respecter mutuellement, et mettre en œuvre ce qu'on a décidé ensemble. Ça nous engage alors tous, en reconnaissant que je suis minorité, je ne peux pas venir m'installer à la place de celui qui est désigné par les élections pour exercer le pouvoir, mais je suis désigné et je dois aussi tenir compte désormais des petites remarques, des préoccupations qu'on m'a soufflées et que nous avons identifiées.
commun accord, peut-être que je n'avais pas vu avant. Et ce n'est que ça. Et ça ne diminue personne. Et au fond, c'est une soupape de sécurité pour que le système démocratique ne tourne pas à la mécanique qui boite ou bien qui follement va dans le mur parce que n'écoutant plus personne. Et ivre de son, voilà, de ses pourcentages acquis à un moment T, mais au moment T plus 1, est-ce encore la même vérité? C'est pas possible, mais la vie est faite de cette dynamique. Et donc, tant que nous intériorisons les exigences de la discussion et la nécessité de règles de fonctionnement dans une société, il faut des règles pour vivre ensemble. Même les animaux ont des règles entre eux de hiérarchie. On parle de mâle dominant, de ci, de ça. Ça ne les empêche pas de vivre en bonne intelligence parce que ces règles-là sont intégrées, rappelées de temps à autre, même quand on veut passer outre. Docteur Fatan, on s'est tous écoutés sur ce plateau, c'est l'idéal, c'est ce qui devrait être que vous tous sur ce plateau aviez dit, mais lorsqu'on revient un peu au contexte africain, l'un d'entre vous assemblée dit, et notamment M. Ataï Kadegbe assemblée dit qu'on parle de démocratie à l'africaine, peut-être même à la béninoise. Dans ce type de démocratie à l'africaine, qu'est-ce que l'on devrait changer pour tendre vers l'idéal? Vous savez, on n'a pas besoin d'aller chercher ce qu'on va changer ailleurs. Notre culture recèle de beaucoup de valeurs qui nous sont propres. Dans nos familles, quand il y a problème, on se retrouve toujours autour de l'ancêtre ou bien autour de la personne la plus âgée pour discuter. Il appelle toujours les uns les autres, mais au préalable, il raconte toujours les gens individuellement. Et il parle avec eux individuellement et il aplane, il essaie d'aplaner les positions, de ramollir un peu les bords, et après il les invite tous ensemble pour échanger. Et souvent, quand on finit d'échanger, on mange un bon repas, on boit, et tout le monde est content. C'est qu'il y a ces valeurs dont il faut seulement s'inspirer pour essayer de l'extrapoler au niveau de nos États. On ne peut pas aller au dialogue si les uns et les autres ne se font pas confiance. Parce que dialoguer, c'est d'abord un espace de confiance et de convivialité par la suite. C'est parce qu'il sait que, par exemple, dialoguer, le dialogue, c'est sans armes. On va dialoguer en tant qu'individu, je dirais, pacifique. On va dialoguer parce qu'on sait que l'autre est capable de me garantir une sécurité donnée. Parce que l'autre est capable de s'asseoir avec moi à la même table. Parce qu'on a confiance en celui qui est chargé d'organiser le dialogue. Et on se dit que si j'y vais, je reviendrai chez moi sain et sauf. Il faut d'abord que cet espace soit créé. Et que la confiance renaisse d'abord avant que le dialogue ne commence. Parce que si en voulant partir, je sens que l'autre viendra avec une arme, je ne me présenterai pas à son dialogue. Si je sais que l'endroit où il veut qu'on dialogue n'est pas un endroit sécurisé, je ne m'y rendrai pas. Et c'est ce qui se passe toujours chez nous. On sait que dans la case du grand-père, dans la case du grand frère, ou bien de la tante, de la grande-tante, personne n'ose faire. Et quelquefois même, quand on voit que la situation a atteint un niveau, on se retrouve dans le temple de la famille pour discuter. Et on sait que dans le temple, personne n'ose lever le ton ou aller au-delà. Et qu'aujourd'hui, il est seulement question qu'on se demande, est-ce que notre comportement démocratique reflète un peu au moins ces valeurs que nous avons par le passé? Si on les retrouve, le problème ne se pose pas. Mais est-ce que nous les avons aujourd'hui? Je pense que la question est là. C'est pour ça que moi, je n'aime pas souvent aller chercher les valeurs dans les autres cultures. Notre culture en recèle assez. Et il faut seulement s'en inspirer. Aujourd'hui, quand on prend le contexte béninois, est-ce que ce qu'on présage comme dialogue, ce préalable culturel est acquis? S'il est acquis, le problème ne se pose pas. S'il n'est pas acquis, il faut cocher tous les moyens pour l'installer et créer cet espace pour que le dialogue puisse avoir lieu. Créer l'espace pour que le dialogue puisse avoir lieu. Vous semblez dire, si j'ai bien compris, que pour régler les problèmes, la plupart du temps dans nos familles, on fait recours aux plus âgés, au grand-père, à la grand-tante. On choisit un endroit plus ou moins neutre. Vous, dites-nous, est-ce que dans un dialogue, on a forcément besoin de quelqu'un de neutre, on a forcément besoin du grand-père pour pouvoir régler un problème qui se pose? Bon, j'avoue que je ne sais pas pourquoi je tiens trop à des thèmes
lorsque par exemple vous dites est-ce qu'on a besoin d'un dialogue neutre, alors que neutre pour moi ça veut dire qu'on n'a aucun intérêt dedans, alors que pour aller au dialogue il faut avoir un intérêt. Non, je parle de celui qui devrait aider. Celui qui devrait aider pour moi ne doit pas être neutre, il va être impartial, un facilitateur qui va être impartial. Mais être neutre, c'est comme si, bon, il n'a aucun intérêt. Et s'il n'a aucun intérêt, il n'a pas sa place normalement autour d'un dialogue. Il a intérêt à ce que les gens se parlent. Il a intérêt à ce que les gens se parlent. Il a intérêt. Donc, dès qu'il a intérêt, il n'est pas neutre, il est impartial. Le juge a intérêt à ce qu'il y ait la paix. Exactement. Les conflits s'estompent. Merci, monsieur. Je vous en prie. Alors, donc, docteur a répondu à ce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller puiser ailleurs, puisque nous avons des richesses culturelles. Je ne vais pas m'attarder là, puisque j'ai quand même d'autres propositions à faire pour qu'on puisse changer les choses. Mais je voudrais juste attirer l'attention du docteur sur le fait qu'aujourd'hui, moi, je sens quand même personnellement qu'il y a une perversion, il y a un changement où on a même les sages, les grands, qui aujourd'hui se comportent de façon un peu difficile, qu'ils m'en excusent, et que la corruption est partout et dans les gènes, et que vraiment, plus rien n'est à sa place. Je sais que dans l'histoire, oui, c'était ça. Mais aujourd'hui, vraiment, ça laisse à désirer. Et il faut vraiment aller dans ces solutions-là avec... il faut être prudent pour aller là. Mais par contre, qu'est-ce que moi je pense qu'on peut changer au niveau... pour que notre démocratie, dite démocratie béninoise, puisse vraiment profiter au peuple. Parce que c'est pour le peuple, en réalité. Moi, je pense que sans remettre en cause la souplesse entre les pouvoirs dans la démocratie, qu'on puisse arriver à une autonomisation, à une indépendance des pouvoirs. Je voudrais par exemple que le pouvoir judiciaire soit un pouvoir totalement indépendant, même dans sa constitution. Dans la constitution, la composition des acteurs qui animent l'appareil judiciaire, qu'ils soient qu'on se dote des mécanismes qui nous permettent la désignation des acteurs qui vont animer l'appareil judiciaire de façon à ce que cet appareil soit complètement, ne soit pas influencé par le pouvoir exécutif. De même, le pouvoir législatif, que ce pouvoir aussi ne soit pas du tout influencé par le pouvoir exécutif. Et je ne voudrais pas remettre en cause la souplesse entre les relations de ces institutions-là. Cela va nous apporter quoi? La confiance du peuple dans les prérogatives de ces institutions, de ces pouvoirs. Lorsque, par exemple, la justice, face à un citoyen, peut-être un citoyen d'un certain rang, qui pourrait peut-être avoir des sujets avec le gouvernement ou avec des partis politiques. D'accord? Lorsque le pouvoir judiciaire s'amène à se prononcer sur une situation le concernant, il faudrait que ce citoyen se dise, oui, je suis en face d'un pouvoir qui est complètement indépendant, qui n'est pas influencé par une main invisible ou soit par une force extérieure. Et là, cela permet de créer la confiance, comme le docteur l'a dit, que c'est vraiment important pour qu'on puisse conduire les affaires de la nation dans la sérénité. Et aussi, je voudrais citer ce que les Néerlandais disent souvent. Ils disent « Democracy starts with dialogue ». Democracy starts with dialogue. On ne peut pas se dire que nous sommes dans un système démocratique sans que les acteurs ne puissent se parler. Malgré leur diversité, malgré les divergences, malgré les différents points de vue qui peuvent entre-temps être contradictoires. Cela n'empêche pas. Et c'est dans la diversité, c'est dans la pluralité d'opinions que jaillisse la vérité. Et la démocratie étant quand même aussi une idéale, et que tout le monde vise pour faire participer tout le monde, tous les citoyens, pour faire la redistribution des richesses, pour pratiquer l'égalité, pour que ce soit une cité qui est gérée et qui, dont c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et qu'arrivé à des moments, on renouvelle aussi les mandats et tout ça, on sanctionne ou on reconduit. Donc, ça permet, comment on appelle, le dialogue.
ça permet que tout ce système-là donne vraiment la démocratie, ce que nous sommes en train de pratiquer dans notre pays depuis 1990. Monsieur Ataï Gedegbe, quels sont ces quoi que, pour ne pas reprendre la même question, quels sont ces quoi qu'il faille changer ou qu'il faille corriger et pour qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, la démocratie, la façon dont nous vivons cette démocratie en Afrique plus généralement, nous puissions tendre vers ce que nous voyons en Occident. Je crois j'avais insisté sur la culture démocratique. Et définitivement, il faut nous convaincre que nous n'y sommes pas encore, que nous ne sommes pas encore dans la démocratie. Oui, que l'effort n'a pas été fait par beaucoup, pas suffisamment de gens pour intégrer en eux cette culture, ces exigences. Beaucoup se retrouvent du jour au lendemain au premier plan des institutions fondamentales, des pouvoirs institués par la démocratie. Et donc, ça devient dangereux que des gens qui ne sont pas habités par ces valeurs-là aient le pouvoir d'agir au nom de tout le monde. Et ça peut faire très mal. Quelqu'un où souvent il est arrivé à ceux qui examinaient un peu plus notre Constitution de dire mais les pouvoirs d'un président de la République au Bénin sont énormes, sont redoutables. Donc un président de la République dans le cadre qui est le nôtre devrait à tout prix être un homme de mesure, un homme habité par la préoccupation de la limitation de ses pouvoirs. Il devrait redouter lui-même l'étendue des pouvoirs qu'on lui a donnés. Le chef de l'État est fondé au Bénin à nommer aux emplois une foultitude de gens. Et donc ça permet d'asservir le comportement de gens qui devraient être indépendants, comme le suggérait M. Sodjinou. Donc déjà, nous vidons même de son sens cela par ce que nous-mêmes nous avons écrit, adopté comme constitution. Et si je viens là, que je trouve ça assez tentant, enfin, on finit par y goûter, et on vous aiguillonne, on vous dit, mais tu as le pouvoir, vas-y, pourquoi te retiens-tu? Donc Montesquieu parlait du pouvoir qui arrête le pouvoir. Donc les anciens philosophes et autres, là, ont aussi vu ces difficultés qu'on a avec la démocratie. Et donc, si les hommes ne sont pas fondamentalement pénétrés de ces valeurs, de nos traditions, en ce qu'elles ont de bien, en termes de sagesse, de tolérance, d'ouverture, que le constat est déjà fait que sociologiquement, nous sommes une société très habitée par la méfiance. Et on ne se fait pas suffisamment confiance. Monsieur Faton disait qu'il faut restaurer la confiance pour que le dialogue soit possible. Donc, c'est des préalables fondamentaux. Ça ne se décrète pas. C'est les efforts que nous faisons pour aller dans ce sens-là, pour avoir une vie politique, une vie publique apaisée, mais qui ne tourne pas à la vendetta tout le temps et à l'instabilité, aux menaces, à l'agressivité inutile. Bien sûr, la démocratie est combat. On a parlé d'élections. À un moment donné, je dois pouvoir défendre jusqu'au bout un idéal, une idée que j'ai de la société, des moyens que j'ai de transformer cette société-là et de faire agréger autour de moi d'un parti et adhérer à mes idées, même ceux qui ne se retrouvent pas dans mon parti, à travers le suffrage qu'ils me donnent à un moment donné ou leur bienveillance pour que je puisse tenter d'opérationnaliser mes solutions. Donc, quand nous avons essayé de balayer tout ça de temps à autre, il nous faut nous asseoir, évaluer ce que nous faisons. Est-ce que nous allons dans la bonne direction? Regardez un pays comme le Burkina, qui a connu ces années de monolithisme avec le président Compaoré. Mais monolithisme, je dirais, le pays était un glacis. Il y avait une démocratie, il y avait des partis, il y avait des manifestations. Le Burkina a connu des manifestations de rue très virulentes, même sous la chape de plomb de Compaoré. Et puis, quand ils ont voulu aller un peu trop loin dans l'abus, l'exploitation des mécanismes démocratiques, on a vu la violence populaire s'exercer. On a vu aussi la résistance populaire face à la tentative prétorienne de restaurer le pouvoir Compaoré. Et donc, méfions-nous des peuples qui sont trop calmes. Mais interrogeons-nous aussi et demandons-nous pourquoi les populations sont calmes. Est-ce que c'est de l'indifférence? Est-ce que ce n'est pas une revanche que prépare le peuple autrement? Et cela est redoutable et impose donc le devoir
à ceux qui dirigent comme à ceux qui prétendent y venir, de se préoccuper de ce grand nombre au nom duquel nous parlons, qui parfois ne comprend pas tout non plus. Mais qu'on aurait tort de continuer à mystifier parce que nous parlons français, parce que nous pouvons nous arranger entre nous, basculer d'un parti à l'autre, faire des infidélités à droite à gauche. Voilà des choses qu'on ne tolère pas dans notre culture. La trahison est très durement sanctionnée. Ça se termine même par la mort, par le décret de mise à mort. Et aujourd'hui, cela apparaît comme un travestissement insoutenable, inacceptable. Si ce n'est pas la vulgarisation d'une forme de prostitution et que la vie politique aujourd'hui donne à voir. Mais au-delà de ça, de nos pratiques, des déviances que la vie démocratique nous a amenés à instaurer, à développer, je laisse l'argent, la corruption, tout ça. Et vous voyez, on est bien obligé de prendre le temps de s'asseoir et d'accepter les critiques, d'accepter des solutions alternatives et de faire l'effort de les mettre en œuvre ensemble, de les évaluer. Et quand on a instauré la Sénat, ça allait dans le sens de l'instauration de mesures de confiance parce que la Sénat se voulait une instance où les uns et les autres se retrouvent et ensemble le regard sur la chose électorale pour que nul ne soit tenté de prendre plus l'avantage sur l'autre. Et j'ai été frappé que même des gens qui appartenaient à une mouvance présidentielle aient toujours marqué leur préférence pour la Sénat, qui est une anomalie dans une république où les institutions devraient fonctionner, avoir notre confiance. Donc, voilà comment nous avons institutionnalisé notre méfiance. Nous l'avons codifié avec la Sénat et pourtant, nous n'avons pas été si loin que ça. On n'en a pas fait quelque chose de finalement très exceptionnel. D'autres pays qui sont venus emprunter chez nous et nous ont largement dépassés. Et ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que, précisément, en la matière, il ne suffisait pas de mettre en place une Sénat. Il ne suffit pas de mettre en place une élection, d'avoir une constitution et autres. Là. Il faut continuer de se préoccuper de vivre, de faire vivre l'esprit démocratique. Permettez rapidement que je donne l'exemple du Ghana où le président de la commission électorale et qui est né, s'est dit, mais j'ai beaucoup de pouvoir. Moi, on m'a nommé comme mes 6 autres pairs. Et donc déjà, je n'ai pas la confiance des opposants. Qu'est-ce que je fais pour que ces gens-là aient confiance en moi? Et de là est née l'idée de mettre en place un cadre de concertation interparti autour des questions électorales où ne sont représentés que les secrétaires généraux de partis au minimum, autant au niveau national qu'au niveau des provinces. Donc ça marque la réalité également de la vie partisane et à un niveau décentralisé. Et on ne prend pas de décision fondamentale au niveau de la commission électorale sans l'aval des partis concernés. Pareil pour les marchés publics. Et il s'est dit, mais je peux les faire seul. Si on devrait retenir, vous mettez l'accent sur la confiance qu'il faut pouvoir sur ce que nous développons comme attitude ou comme mesure pour marquer la confiance des autres. Au Burkina, nos voisins font l'effort, qu'un cas, de se donner les moyens de se parler, de se tolérer. Ça ne va pas de soi, c'est pas simple. Et le nouveau pouvoir Kaboré qui est là depuis quelques années, sait très bien que tout est léger. Ils se sont divisés. Ils ont chassé Blaise Compaoré ensemble, mais ils se sont divisés au nom de la démocratie. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, mais ils ont su instaurer un chef de file de l'opposition, avoir un statut de l'opposition et qui a du sens, qui vit. Et récemment, ils ont organisé leurs assises nationales ou leur dialogue national pour regarder ensemble la manière d'affronter désormais le terrorisme qui les a envahis, qui les déstabilise, qui les dévore de l'intérieur. Et pourtant, ils ont des élections dans 1 an ou 2 ans, mais ça ne les a pas empêchés de se parler avec respect et d'identifier, d'imaginer des solutions qui permettent au pays de tenir. C'est ça qui est important au-delà de nos petits égos. On va le retenir ainsi. Nous sommes déjà prêts par le temps. Juste un dernier tour de table, mais vous allez permettre que je ne vous donne plus la parole parce que nous sommes coincés par le temps. Nous sommes là pour nous compléter. Merci. Monsieur Faton, juste en 30 secondes pour clôturer cette émission. Si nos populations devraient nous écouter, qu'est-ce qu'elles devraient retenir? Je dois dire que la question démocratique, nous avons commis l'une des plus graves erreurs de notre histoire. Quand elle est venue en 90, on a été pris par l'euphorie
on a oublié qu'il faut cultiver la population, qu'il faut amener la population à acquérir une culture démocratique. Et nous sommes toujours dans l'euphorie, on a perdu de vue qu'il faut éduquer à la démocratie, autant la population que les acteurs politiques. C'est important qu'il faut y revenir par tous les moyens. Je pense que M. Ataï Guédégué est bien placé pour la question et il faut qu'on y travaille. La seconde chose, même si le chef de l'État ou bien les acteurs politiques ne convoquent pas un dialogue, après 30 ans de parcours, il urge que nous fassions une assise ou des assises au Bénin pour faire le bilan de notre parcours et savoir comment projeter les 30 prochaines années. Si on ne le fait pas, c'est grave. Mais quand on doit faire un dialogue dans le contexte où nous sommes, je pense que le contexte demande qu'on prenne beaucoup de garanties, qu'on prenne beaucoup de sang-froid et qu'on crée tout un environnement pour qu'il y ait un dialogue véritablement apaisé qui apporte des solutions aux crises que nous connaissons aujourd'hui. Juste en 30 secondes, pour conclure. Oui, bon, moi je voudrais inviter le peuple béninois à accompagner les gouvernants dans cet exercice qui n'est pas facile, dans toute sa complexité, de tout ce qu'on peut y tirer de bien pour ce pays. Parce que aller à un dialogue, je crois que l'essentiel serait l'aboutissement heureux des bonnes intentions qui animent les uns et les autres, et que ceux qui sont réticents ou qui peut-être refusent de participer à ce dialogue puissent revoir leur position, parce que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons que le Bénin. Et au-delà de ces divergences, le Bénin nous réunit. Et nous avons vraiment le devoir de préserver ce bien précieux que nos aïeux nous ont laissé. Et en plus, je voudrais dire que oui, il faut nécessairement que la réforme du système partisan ne soit pas remise en cause. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit le docteur, il faut nécessairement éduquer les militants à comprendre ce que c'est que la démocratie, à comprendre comment ça se passe dans la démocratie, comment est-ce que le citoyen même participe à comment est-ce la gestion de sa cité, et comment il contribue à tout ça, puisque aujourd'hui, fondamentalement, le Béninois n'est pas encore arrivé à l'étape il n'est pas encore assez mûr pour respecter. Même parfois, il y a des leaders politiques, quand on entend des déclarations, on sent clairement qu'on n'est pas encore. C'est dit simplement que c'est le Béninois tout entier qui n'est pas encore mûr pour appliquer la démocratie, qu'elle soit à l'africaine ou à l'européenne. Elle a des règles qu'il faut respecter. Peut-être bien que les pays africains ne sont pas encore assez mûrs pour pouvoir intérioriser toutes ces règles, pour pouvoir maîtriser et appliquer tous ces principes démocratiques. Nous faisons notre petit bout de chemin, peut-être pour dire comme le docteur Faton. L'essentiel, c'est déjà de commencer. Le plus dur, c'est de commencer, peut-être bien qu'après ce dialogue, beaucoup de choses changeront au Bénin. C'est notre souhait, car nous n'avons qu'un seul pays, ce Bénin, que nous devons sauvegarder. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à mes invités qui sont venus. Merci pour la patience dont vous aviez fait montre tout chacun de vous. À bientôt et à la prochaine émission.